Et puis, je laisse la parole à Céline. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je vais partager mon écran. Vous me direz si cela fonctionne. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est parfait. Parfait. D'abord, je suis ravie d'être là parce que c'est vrai que le sujet des femmes en entreprise, c'est un sujet fondamental. Je vais vous présenter ONU-Femmes, mais chez ONU-Femmes, en fait, on a la particularité de ne pas différencier les sujets. C'est-à-dire que, comme on le dit souvent, si on avance sur la lutte contre les violences faites aux femmes sous toutes leurs formes, mais que du point de vue économique, on régresse ou inversement, en fait, on n'avance pas. Le progrès, c'est systémique, c'est-à-dire que les sujets sont liés. Et donc, du coup, l'entreprise, c'est un des sujets qui résonne avec les autres, qui est très important. D'abord, un petit mot rapide sur ONU Femmes. ONU Femmes, en fait, on a un mandat des Nations Unies. Donc, c'est la dernière agence née des Nations Unies, qui est née en 2010. Donc, c'est une jeune agence, puisque l'UNICEF, par exemple, a une cinquantaine d'années. Et le mandat d'ONU Femmes, c'est vraiment de promouvoir, de défendre les droits des femmes dans le monde et l'égalité entre les sexes, mettre fin à la violence. Enfin, ça, c'est vraiment nos programmes de terrain, nos angles concrets, c'est mettre fin à la violence ou aux violences, puisque les violences, c'est le sexisme, c'est le féminicide, malheureusement, c'est le viol comme arme de guerre, c'est le sexisme ordinaire. Enfin, il y a toute forme de le viol, bien sûr, j'allais dire simplement, mais en tout cas le viol ordinaire, entre guillemets, et pas le viol comme arme de guerre. Donc les violences sont multiples. Elles vont vraiment aussi de la brimade, de l'emprise psychologique. Il faut se dire que les violences, c'est tout un ensemble de choses et on parle du continuum des violences sous toutes leurs formes dans la vie des femmes, qu'elles soient petites ou qu'elles soient jusqu'à leur âge le plus avancé. Ensuite, c'est l'autonomisation des femmes. C'est comment est-ce que on s'assure que les salaires sont égaux à compétences égales? Comment est-ce qu'on crée des opportunités pour les femmes autant que pour les hommes à égalité économique? Comment est-ce qu'on travaille sur les sujets de levée de fonds pour les femmes, puisque ça, c'est un gros sujet d'inégalité aussi, etc., etc. Il y a également dans nos actions le leadership public et dans la vie publique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aide des femmes à s'engager en politique. Ça passe par de la formation, de l'accompagnement et dans énormément de pays dans le monde, hein. Donc, c'est vraiment, pour le coup, le mandat d'ONU Femmes est très large et vaste hein, et dans beaucoup, beaucoup de pays. Et puis, on a un autre levier d'action important, c'est la résolution 1325 et ce que l'on appelle la paix, la sécurité et l'action humanitaire. C'est-à-dire qu'on constate que dans les conflits armés, et malheureusement, le monde en ce moment va plutôt vers un durcissement géopolitique que vers des accords. On constate en fait que les femmes sont et les filles sont les premières victimes parce qu'elles doivent migrer, que pendant l'immigration, il y a malheureusement des viols, parce qu'elles perdent leur emploi, parce qu'elles sont extrêmement vulnérables dans ces situations-là. Et donc, la résolution 1325, elle établit notamment, c'est une résolution onusienne, et elle établit notamment que les femmes doivent être dans les conflits à la fois à la table des négociations. Et si vous observez bien, quand on regarde les tables des négociations, lorsqu'elles existent, en ce moment, il y a peu de femmes. C'est souvent des tablées très masculines. Elles doivent aussi être associées à la reconstruction, c'est-à-dire que leur voix doit être entendue. Et puis, elles doivent aussi faire partie des forces armées. Là, je résume un peu brièvement, vous m'en pardonnerez parce que c'est une résolution beaucoup plus complexe, évidemment. Donc, ça, c'est aussi un angle de travail très, très spécifique. Et puis, dernier angle, la transition écologique et numérique qui est aussi importante pour ONU Femmes. Comment est-ce que les femmes jouent un rôle dans ces sujets d'actualité? Comment est-ce qu'elles créent de la valeur sociétale autant que les hommes? Encore une fois, hein, l'idée du féminisme, je le dis d'emblée, ce n'est pas de faire des hiérarchies, c'est au contraire d'œuvrer à ce que l'égalité des droits soit pour les femmes comme pour les hommes et que cette égalité-là crée du progrès pour l'ensemble de la société. Ça, je crois que c'est fondamental. Je vais tester. Céline, on me signale un problème de son. Enfin, moi, je vous Ah, entends très bien, mais dans le chat, ah, alors, est-ce comment que, faire du coup? est-ce que je suis la seule à vous entendre? Non, moi j'entends très bien aussi, merci. Ah, D'accord. Bon. Est-ce que plusieurs personnes ont des problèmes de son ou est-ce que c'est une personne en particulier? alors deux. Bon, il y en a une, Non, c'est Merci. a priori, on entend bien. OK, c'est bon. D'accord. Bon. On peut continuer. Merci beaucoup. Je vais tester techniquement la vidéo. Vous me direz si ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas,
Alors d'ailleurs, je vais devoir, pardonnez-moi, arrêter le partage parce qu'il faut que je partage le son, parce que je n'ai pas fait. On va essayer, si j'espère que ça va fonctionner, sinon on passera. Vous me direz si ça fonctionne. UN Women is the United Nations agency for gender equality and the empowerment of women. Since its creation, UN Women has been a global champion for gender equality. We work with governments, civil society, academia, and the private sector to increase women's leadership. Ah, excusez-moi, je suis désolée. Vous voyez, je voulais faire quelque chose de bien, puis j'ai fait une bêtise. UN Women is the United Nations agency for gender equality and the empowerment of women. Since its creation, UN Women has been a global champion for gender equality. We work with governments, civil society, academia, and the private sector to increase women's leadership and participation in all areas. End violence against women. Include women in all peace and security processes. Empower women economically. Promote gender equality in public policies and national budgets, and to follow up on commitments on gender equality at all levels. These are also part of the Sustainable Development Goals. We have a lot to do and very little time. Advancing gender equality will enable sustainable development, justice, and human rights for all girls and women around the world. We are counting on you. Let's make it happen. Voilà, une courte vidéo qui retrace un certain nombre de sujets assez clés. Vous avez peut-être vu, à un moment donné, par exemple, la vidéo parle des budgets. Il y a ce qu'on appelle le gender budgeting, la budgétisation sensible au genre, donc la manière dont, quand on construit un budget public, de politique publique, on va intégrer la dimension de l'égalité. Il y a aussi un sujet dont je voudrais parler, c'est que on parle de droits des femmes. C'est la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question des droits, elle est très ample. Il y a énormément de droits à défendre sur beaucoup de sujets. Et pareil, les femmes, il n'y a pas une femme. Ça, c'est important aussi de le partager avec vous. La vision d'ONU Femmes, comme d'autres organisations au demeurant, c'est que justement, l'un des problèmes, c'est qu'on a tendance à essentialiser, c'est-à-dire à considérer qu'il y a un modèle de femme et que c'est ça qui doit être finalement l'incarnation de la femme. Ça, c'est une hérésie, évidemment. Il y a des femmes différentes avec des vulnérabilités dans certains cas, des personnes qui ont des caractéristiques géographiques, sociales, économiques, des personnes qui ont des préférences sexuelles, des orientations sexuelles différentes, des femmes aussi qui sont porteuses d'un handicap, quel qu'il soit, visible ou invisible, bref. Et en fait, il n'y a pas la femme, comme il n'y a pas l'homme. Ça, c'est une vision très essentialisée et donc très réductrice par définition. L'autonomisation économique des femmes, c'est quelques sujets. Je ne vais pas lire la slide, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, vous dire que du point de vue des données, parce qu'ONU Femmes est une agence qui est extrêmement sensible aux données, qui en collecte beaucoup, qui mesure aussi l'impact de ces programmes de manière très précise sur le terrain. Il y a par exemple plus de 100 000 femmes par an qui sont formées pour renforcer leur participation économique, leur activité d'entrepreneur, leurs compétences commerciales. Ça, c'est les programmes notamment d'ONU Femmes. La caractéristique d'ONU Femmes sur les programmes de terrain dans le monde, c'est être massif. C'est-à-dire que, par exemple, quand on lance un programme dans un pays, et qu'il fonctionne, donc il y a des études, il y a des évaluations, on va essayer de passer à l'échelle, scaler, comme on dit dans le monde de l'entreprise, on passe à l'échelle. L'idée, c'est pas de toucher une petite partie de la population, c'est justement de répliquer et d'avoir un impact très important. 44 pays où vivent 1,6 milliard de femmes et de filles ont adopté des politiques visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes. C'est aussi un travail d'ONU Femmes, c'est d'influencer les législations. Donc, quand il y a, vous savez peut-être qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément de législations très rétrogrades sur les droits des femmes. Il y a des pays, de nombreux pays dans le monde où, par exemple, lorsqu'on est victime d'un viol, on doit épouser son violeur. Ça paraît aberrant, mais c'est terrifiant, mais c'est une réalité. Il y a des pays où la dimension d'égalité économique n'est pas du tout légiférée, elle n'est pas présente dans la loi. Donc, le travail d'ONU Femmes, c'est aussi de travailler main dans la main avec des gouvernements pour tenter, et des gouvernements, des députés, des responsables politiques, pour tenter de faire refléter dans la loi les droits fondamentaux. Ce n'est pas de demander quelque chose de plus, c'est simplement de refléter les droits fondamentaux. Et puis, en 2021, 55 pays ont éliminé les lois discriminatoires sur la terre, l'héritage et autres questions économiques. Vous voyez qu'on est en 2021. Donc, quand on
on défend aujourd'hui les droits des femmes, ce n'est pas parce qu'on est près du but de l'égalité réelle, c'est bien qu'on en est très très loin et je vous dirais c'est de manière très documentée que le Covid et toutes les crises dans le monde font reculer l'égalité des droits. Donc on n'est pas du tout aujourd'hui dans une situation optimiste, on est dans une situation de régression des droits dans le monde entier et donc on doit toujours continuer à travailler sur ces sujets. Euh, le rôle d'ONU Femmes France, donc là, on a quelques exemples, hein. On a des actions de relais et d'organisation de campagnes d'événements nationaux et internationaux. On a également des actions de plaidoyer, de communication. Donc là, on me voit à la tribune du CESE où on avait eu un événement, et je remercie d'ailleurs Doris qui a préparé avec moi cet événement ce soir, qui avait beaucoup travaillé à un événement autour du viol comme arme de guerre des survivantes et donc, on avait reçu un certain nombre de témoignages. C'était un moment très fort avec toutes le CESE réunis dans le grand amphithéâtre. Il y avait 2500 personnes en tout connectées de mémoire. On fait de la collecte de fonds. Donc ça, c'est important parce que les programmes, il faut les financer. Et le sous-financement des droits des femmes, c'est un sujet majeur. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de financement dans le monde dédié aux droits des femmes de manière générale. On en est très loin. C'est infinitésimal la part du financement qui reviendrai tout à l'heure, dédié aux droits des femmes. Et puis, on a des partenariats, des collaborations avec des entreprises, avec des parties prenantes pour toutes sortes d'événements. Et ensuite, on flèche l'argent que l'on lève pour des programmes de terrain d'ONU Femmes dans le monde, évidemment, auxquels on contribue. On a également, ça c'est important, des campagnes, hein. Donc, on a la campagne 8 mars que vous connaissez parce que c'est une journée internationale très connue. On a la campagne Génération Égalité. Donc ça, c'est une campagne qui vise à promouvoir la manière dont des États, des entreprises, des activistes, la société civile vont lancer des initiatives pour la génération égalité, de génération en génération, essayer de porter le flambeau de l'égalité. Et ça fait suite à la conférence de Beijing, qui est la quatrième conférence internationale des droits des femmes et qui avait été une conférence très importante avec Hillary Clinton, notamment où elle avait dit les droits des femmes, ce sont des droits humains. C'est pas les droits des femmes, ce sont les droits humains. Et donc, cette conférence, il y a eu un forum 25 ans après, enfin, en 2000, qui devait se tenir en 2020, et puis à cause du Covid, ça s'est tenu en 2021 à Paris, où les États se sont rassemblés, les entreprises, la société civile. Il y a eu une levée de fonds assez importante pour les droits des femmes. Et là, on continue à faire vivre cette campagne. He4She, c'est un programme aussi, enfin, ou une campagne, plutôt une initiative connue parce qu'elle a été incarnée magnifiquement par Emma Watson à la tribune des Nations Unies en 2014. Et là, l'idée, c'est de dire, voilà, les femmes et les hommes doivent aller main dans la main, disons, sur l'égalité. Parce que sans les hommes, on n'y arrivera pas. Et comme je le disais tout à l'heure, l'égalité bénéficie au plus grand nombre et pas uniquement aux femmes et aux filles. Et puis Orange et le monde, Orange the World en anglais, le 25 novembre. Donc c'est une campagne qui dure 16 jours, lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde entier. Et donc là, il y a des initiatives, on orange des bâtiments, on lève des fonds, on organise des événements. Et c'est une campagne alors la couleur orange, c'est peut-être une question que vous avez, c'est juste un choix assez esthétique lié à l'énergie et le positif de cette couleur. Il n'y a pas d'autres raisons cachées ou plus complexes que cela. Donc voilà ce que l'on fait. J'en viens au sujet du jour. Je l'ai déjà un peu explicité d'ailleurs à travers cette longue présentation d'ONU Femmes France. C'est le panorama de la place des femmes dans l'entreprise. Donc je vais vous le partager, décrypter les faits, les chiffres clés et les faits. Aujourd'hui, clairement, les femmes ont moins de chances de participer au marché du travail. Ça, c'est déjà une première réalité. Il y a moins de 2 tiers des femmes dans le monde qui font partie de la population active contre plus de 90% des hommes. Donc, vous voyez, ça, c'est très clair. Et le taux d'activité des femmes est inférieur à celui des hommes. Je ne vais pas revenir longuement sur les raisons. C'est une sorte d'hérédité. Ça vient de l'histoire. Traditionnellement, dans l'histoire du monde du travail, c'est d'abord les hommes qui travaillaient à certaines positions, les femmes sont entrées un peu plus tard, aussi à des positions généralement en termes salariales moins favorisées, je vais y revenir, mais en tout cas c'est une réalité concrète. Euh, Elles ont moins de chances aussi de percevoir des salaires égaux pour un travail à valeur égale et à compétences égales. Donc les femmes salariées, ça c'est dans le monde, gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. C'est très important, évidemment. Et en France, si on fait un zoom sur la France, en 2022,
le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 23,5% à celui des hommes dans le secteur privé. Vous avez les sources à chaque fois, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une de nos attentions, c'est que tout est sourcé et documenté. On ne peut pas légitimement être engagé, avoir vocation à lancer des programmes mesurables ou des politiques publiques dignes de ce nom si on n'a pas vraiment un diagnostic fondé sur de la mesure chiffrée et quantifiée. Donc, il y a vraiment le sujet de l'inégalité salariale qu'on connaît toutes et tous parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans les médias. Il est réel, il est documenté. Elles ont moins aussi de chances d'accéder à des postes de direction et à l'entrepreneuriat. Elles occupent seulement dans le monde 28,2% des postes de management. C'est quand même très peu, moins d'un tiers, presque un tiers, si on le voit de manière plus positive. On estime aussi que les entreprises qui sont détenues par les femmes sont sous-financées à hauteur de 1700 milliards de dollars. Donc, on se dit, c'est quand même même si dans l'absolu, bon, ce sont un chiffre qui paraît colossal et on se dit vraiment que là, il y a un sujet d'action majeur. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir les choses dans l'autre sens. C'est pas uniquement de constater des déficits d'égalité, c'est aussi de constater ce que l'égalité crée comme valeur. Et je pense que ça, c'est aussi une vision sans doute plus moderne et plus entraînante, j'ai envie de dire, de l'égalité. Aujourd'hui, donc, si on comble l'écart de crédit pour les petites et moyennes entreprises qui appartiennent à des femmes, il y aurait une hausse de 12% des revenus annuels d'ici 2030. Donc, c'est énorme, en fait. Alors, évidemment, la question des droits, c'est pas une question transactionnelle. C'est-à-dire que les droits des femmes ne sont pas on ne va pas obtenir des droits parce que ça crée de la valeur financière. Ça, ce serait un très, très mauvais calcul, si j'ose dire. Les droits sont les droits, ils doivent être là pour tout être humain, que ce soit qu'on parle des femmes ou des hommes. Mais en plus, il y a, on va dire, des avantages collatéraux qui sont la création et la génération de revenus et de valeurs économiques. Et je pense qu'on peut le regarder en face. Si on est femme, on le regarde en face parce qu'on estime que la question des droits, elle est première, mais qu'avec elle, si on entraîne pour la société des conséquences positives, alors on sera beaucoup plus fort pour avancer sur ces sujets. Les femmes, elles ont aussi moins de chances d'être protégées contre les violences. Ça, vous le savez, c'est absolument clé. Il y a énormément de violences faites aux femmes. Une femme sur trois dans le monde victime de violences physiques ou sexuelles. Donc, quand vous êtes, moi, je fais pas mal d'interventions pour une femme France. Quand on est dans une assemblée physique, en présentiel, j'entends, où vous avez une assemblée, bah, vous pouvez considérer qu'en moyenne, une femme sur trois dans cette assemblée a été ou sera victime de violence. Et j'ajoute dans tous les milieux sociaux. Le stéréotype selon lequel les milieux, on va dire, plus vulnérables sont plus exposés, c'est un stéréotype. Il y a beaucoup de violences psychologiques et physiques dans des milieux très favorisés socialement. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, malheureusement, nous sommes tous égaux sur ce sujet atroce qu'est la violence faite aux femmes et aux filles. Et en France, donc ça aussi, c'est un élément clé. Une femme sur deux au travail a déjà été confrontée à des violences sexistes et sexuelles au cours de sa vie professionnelle. C'est massif, encore une fois. On parle d'un phénomène massif de la moitié de l'humanité. C'est pas, et même si ça touchait que quelques personnes, on s'en préoccuperait aussi, on devrait s'en préoccuper au rang des droits humains. Mais néanmoins, là, on parle de la moitié de l'humanité, donc c'est massif. Elles ont moins aussi, les femmes, accès à des formations au métier du numérique. Donc ça, c'est intéressant si vous travaillez dans ces secteurs, certaines d'entre vous. Elles occupent un poste sur trois dans la recherche, seulement un poste sur cinq dans le domaine des STEAM. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est tout ce qui est, si vous voulez, métier d'avenir. On voit aujourd'hui qu'il y a des manques sur l'IA, de ressources, et c'est aussi parce que les femmes ne sont pas suffisamment positionnées sur ces métiers, elles ne sont pas suffisamment formées. Donc, il y a un énorme enjeu de sensibilisation des jeunes filles, des adolescentes sur ces sujets, notamment liés aux nouvelles technologies, pour les encourager à s'investir aussi dans ces carrières. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a seulement 29,1% des diplômés en ingénierie qui sont des femmes. Elles ont moins de chances de travailler dans le secteur formel. Donc ça, c'est aussi un élément que l'UNIFEM a beaucoup étudié. Il y a 740 millions de femmes dans le monde qui travaillent dans le secteur informel, dit de l'économie informelle. L'économie informelle, donc c'est de très mauvaises rémunérations, très faibles, de mauvaises conditions de travail, un accès très limité à la protection sociale, au droit du travail. En France, on a tout ce qui est, si vous voulez, assistance aux personnes. Il y a beaucoup d'économies informelles ou aux enfants, etc.
Et on sait à quel point on est en situation de précarité quand on n'a par exemple pas de papier, qu'on est employé par une famille pour garder des enfants, si je prends une situation très concrète, et où on est complètement vulnérable parce qu'on sait qu'on n'a pas de papier, qu'on est dans une situation où on est quelque part obligé d'accepter, en tout cas on n'est pas en situation d'égalité en termes de droit du travail. Donc ça pose un vrai sujet. Les femmes, la liste est longue, je sais, mais vous voyez, c'est vraiment pour que vous ayez le panorama précis. Elles ont moins de chances face aux stéréotypes de genre et aux lois discriminatoires également. Donc, dans le monde, elles ne jouissent encore que des trois quarts, 77% des droits juridiques. Ça, c'est la Banque mondiale, hein, donc on est toujours sur des sources qui sont quand même très sérieuses. Et 92% de la population, alors ça, c'est absolument stupéfiant. Je dois dire, je suis au titre de NUFAM, donc membre du HCE, le Haut Conseil à l'égalité, dans la commission internationale. Et là, c'était une étude qui avait été menée par une autre commission. Donc, 92% de la population considère que les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière. Alors, c'est stupéfiant au sens où on se dit qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et donc, on se dit pourquoi, avec une telle prise de conscience, la réalité ne va pas plus vite. L'évolution des droits n'est pas plus rapide. Et dans la même étude, d'ailleurs, il y a un chiffre très important, c'est plus de 40% sur le fait que dans des situations enfin, que les jeunes, c'est une catégorie de la population, les jeunes, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais donc j'assume que je donne une donnée, celle dont je me souviens, euh, considère que c'est normal, dans certains cas, de corriger sa femme, en fait, physiquement. Donc ça, c'est en France dans les années 2022-2023. Donc on ne parle pas d'il y a 50 ans. Et enfin, quasiment, les femmes ont moins de chances d'avoir du temps libre pour leur évolution professionnelle. Elles ont évidemment beaucoup plus de charges domestiques, 3 fois plus de soins non rémunérés de travaux ménagers. Un tiers de la population, toujours étude du HCE très récente, donc 27% des femmes, 40% des hommes déclarent qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. Donc là, vous voyez, on a ce qu'on appelle des rôles stéréotypés de genre, c'est-à-dire qu'on considère que les femmes, c'est encore celles qui doivent par définition faire le ménage et s'occuper des enfants, si je fais très court, et les hommes sont encore ceux qui peuvent s'en délester et aller travailler pour conquérir le monde. Je fais un peu caricatural, vous me pardonnerez, mais c'est l'idée qu'il y a derrière. Et dans les études françaises, notamment HCE, baromètre du sexisme, on voit bien à quel point ces idées sont profondes, sont ancrées dans la population. Et qu'en réalité, on a l'impression que, encore une fois, les droits sont acquis, mais quand on regarde les chiffres et qu'on pose la question, on voit que ces stéréotypes, on l'a dans le dur, véritablement. Il faut travailler aussi là-dessus, bien entendu. Elles ont moins de chances d'accéder à la protection sociale et aux services financiers, les femmes. Donc, pareil, l'inclusion économique, ça n'est pas aujourd'hui une réalité et une réalité égalitaire. Seuls 26,5% des femmes bénéficient aussi d'une couverture sociale complète. On revient au point que j'évoquais auparavant, la vulnérabilité des femmes, hein, donc ça aussi. Et pourtant, les femmes sont, et ça c'est l'autre côté dont je parlais tout à l'heure, changer le prisme, elles sont indispensables au fonctionnement de l'économie. Dans une enquête donc, de l'OIT de 2019, relativement récente, la majorité des entreprises rapportent une hausse de leurs profits de 10 à 15%, notamment quand les femmes y sont et quand il y a une parité ou une égalité. Et dans cette même étude, 57, vous voyez, c'est flagrant, hein, 0,4% des entreprises sondées conviennent que les initiatives en faveur de la mixité améliorent les résultats de l'entreprise. 60,2% déclarent une productivité et des profits accrus. Je ne vais pas détailler tous les éléments là, mais on voit bien que, encore une fois, ce n'est pas un sujet uniquement d'opinion. C'est un sujet de droit, c'est un sujet de performance économique, c'est un sujet moral, bien sûr. Euh, il me semble quand même que, après, c'est un avis, c'est celui aussi que porte ONU-Femmes, que tous les sujets liés aux droits humains, à la justice, hein, sont fondamentaux dans un monde très déchiré, dans un monde qui est voué ou qui est menacé par des urgences planétaires, par tout ce que l'on voit aujourd'hui. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est vecteur de croissance et de performance économique. Donc, c'est très important de le dire, de le factualiser, parce que c'est un élément décisif dans la prise de décision publique. Ça, c'est important de le souligner. J'arrête là, je fais une petite pause, peut-être pour prendre déjà une série de questions, parce qu'après, je voudrais vous parler un peu d'idées, de recommandations, de qu'est-ce qu'on fait finalement pour améliorer la situation. Ça me permet de boire un petit peu d'eau.
de faire une petite pause hydrique et peut-être prendre des questions, soit dans le chat, soit en direct si vous le souhaitez. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions? Il peut ne pas y en avoir, hein, au demeurant. Je n'en vois pas dans le chat. Alors, je vois la question sur les slides. Donc, ah, voilà, il y a une question d'Inaya qui est en train de, ou une remarque, qui est en train de mener une enquête sur la discrimination des salaires. C'est très bien parce que, encore une fois, factualiser, c'est très important. Le support sera-t-il transmis? Je pense, ça c'est Doris qui peut-être peut le mettre dans le chat, voir ce qui a été convenu. En tout cas, toutes ces slides c'est des chiffres publics. Est-ce que l'on a des chiffres concernant l'évolution de tous les sujets abordés jusqu'à présent? Très bonne question. Euh, oui. Alors, pas là, en direct, mais globalement, on regarde l'évolution des chiffres dans toutes ces études et comme je le disais au début, je ne peux pas détailler sur chacun des items là que l'on a vus, qui sont nombreux, mais globalement, quand même, on est en régression. Alors, pardonnez-moi, je vais être plus précise. Au plan international, depuis 30 ans, on a beaucoup progressé en matière de droits des femmes, on a progressé en matière de mortalité maternelle, on a progressé sur l'introduction de lois visant à lutter contre la discrimination des femmes dans les réglementations et les normes des pays. Donc ça, oui, il y a des choses qui ont progressé clairement. On a progressé aussi, alors est-ce que c'est mesurable? Pas nécessairement, mais sur le bruit sociétal, MeToo a été un vrai détonateur, je dirais, d'énormément d'injustices et a permis quand même de faire avancer le sujet dans bon nombre de secteurs. On le voit là, hein, ça a été dans le cinéma, dans l'entreprise, on le voit maintenant à l'hôpital. Donc ça a progressé. Après, quand on regarde les chiffres, hein, je l'ai montré, on l'a illustré à travers toute cette série de chiffres, malgré tout, sur des sujets fondamentaux contre les violences, comme les violences ou l'économique, on n'a pas beaucoup progressé, on a même régressé ces dernières années. Donc voilà, je ne peux pas répondre de manière parfaite à la question parce qu'il faudrait prendre chiffre par chiffre, mais il y a une étrange, si vous voulez, ligne de crête entre une progression quand même sur des sujets importants, une prise de conscience aussi des injustices et de l'ampleur du sujet, mais en même temps, quand on regarde concrètement les données, on n'y est pas du tout. Ouais, soyons très clairs, nous n'y sommes pas du tout. Est-il possible de diffuser le questionnaire via l'ONU Femmes France? Je ne sais pas, Inaya, je suis pas sûre. Il faut qu'on regarde en tout cas le questionnaire, mais en fait, nous, on a des membres et puis après, on fait du programme de terrain. On n'a pas forcément vocation à diffuser des questionnaires, mais en tout cas, on étudiera évidemment le sujet avec plaisir. Euh, Discrimination au niveau santé, absolument. Maud, les tests ne sont pas réalisés. On l'avait vu au moment du Covid, notamment. Nous, on a dans notre comité d'orientation Catherine Vidal, qui est une neuroscientifique qui travaille sur ces sujets. Elle a écrit notamment un livre qui s'appelle Le cerveau a-t-il un sexe? Et elle a étudié la manière dont les masques au début du Covid étaient grands parce qu'ils n'avaient pas été pensés pour des femmes. Donc, très souvent, quand on fait des tests en médecine ou pharmaceutique, les femmes ne sont pas intégrées comme partie du panel ou pas à égalité. Donc, ça crée effectivement des biais dans ce sujet-là. Quels freins identifiez-vous dans nos entreprises pour faire mieux? Je vais y venir juste après. Donc, c'est les recos, donc recommandations. Y a-t-il une évolution ou un... Ah non, les freins, pardon. Je vois votre question, Laurent. Euh, les freins dans l'entreprise, si je les résume, il y en a plusieurs. Un, c'est une méconnaissance de certains sujets. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup, quand on a des partenaires entreprises, on les accompagne aussi sur ces sujets. Très souvent, on nous dit, par exemple, les salariés ne savent pas exactement différencier le sexisme d'autres sujets. Qu'est-ce qu'être sexiste? Donc, les frontières sémantiques et dans les actes ne sont pas très claires. Donc, il y a aussi un besoin de toujours être pédagogique. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a des programmes sur l'égalité depuis des années, les salariés, les équipes partout ont une vision hyper claire de ce que c'est. On est très, très loin de ça. Donc, il faut repartir du basique, c'est d'expliquer. Un autre frein, c'est la dispersion des mesures. C'est-à-dire que chaque service a sa mesure, chacun veut faire de son mieux, etc. Les plans d'action
sont intéressants, mais très peu finalement coagulés. Et donc, on se retrouve parfois avec plein d'initiatives séparées, mais il n'y a pas de pensée globale avec un fort impact. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Les freins peuvent être aussi les différences culturelles. Quand on est dans une entreprise internationale, par exemple, bien, le sujet de l'égalité, il n'est pas du tout vu de la même manière au Japon, au Brésil, au Venezuela, que sais-je encore. Il y a des normes législatives qui ne sont pas les mêmes. Il y a une appréhension culturelle du sujet qui n'est pas la même. Donc ça aussi, ça joue un rôle et ça peut être un frein parce qu'on ne peut pas nécessairement arriver dans un pays et puis aller contre forcément contre les lois. Il faut aussi comprendre la culture, partir de la culture du pays, essayer de pousser au maximum, mais en comprenant bien quels sont les enjeux culturels des personnes. Donc ça, c'est aussi, ça peut être compliqué. Euh, il y a quand même aussi encore dans les entreprises une comment vous dire une, une vision de la mixité qui peut être un peu négative au sens de dire on nous impose finalement cette mixité, c'est assez artificiel, mais il faudrait que les choses se fassent naturellement, ce qui est tout à fait concevable. Mais la vérité, c'est que si philosophiquement, la discrimination positive peut interpeller, dans les faits, si on ne fait pas, on ne prend pas des initiatives volontaristes, en fait, il faudra des décennies pour que l'égalité advienne, puisque là, on est autour de 300 ans selon l'ONU. Donc, autant vous dire que si on ne fait rien, alors là, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, j'arrête là, mais en tout cas, c'est quelques-uns des freins que l'on constate. Y a-t-il une évolution ou un projet sur les mentalités en Afrique, la place de la femme dans la société? Alors, ça me paraît un peu, Marie, un peu général. Les mentalités en Afrique, je ne sais pas bien dire ce que vous voulez dire par là. Parce qu'en plus, en Afrique, il y a beaucoup de différences culturelles. On ne peut pas dire l'Afrique en fonction de là où vous vous situez, Maghreb, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud. Donc, c'est comme l'Europe, hein, c'est un continent dans toute sa diversité. Vous savez qu'en Europe de l'Est, il y a des pays où le droit à l'avortement est menacé très largement aux États-Unis, qui est un droit, en tout cas, aux femmes qu'on défend comme un droit fondamental. Donc, je ne peux pas vous répondre comme ça dans l'absolu. Notre jeunesse va-t-elle changer la donne? Ça, c'est une très belle question. Eh bien, je ne sais pas, figurez-vous, parce que, alors, parmi les activistes, il y a beaucoup de jeunes, mais après, j'ai pas la source quantifiée de vous dire est-ce qu'il y a plus de jeunes que de gens plus âgés. En France, en tout cas, moi, je vous invite vraiment à regarder l'étude du HCE 2023 ou 2024, baromètre du sexisme en France. Les jeunes générations, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas forcément les plus motrices en matière d'égalité, en matière de droits des femmes. Et c'est, alors, pareil, je pourrais en parler des heures, mais c'est interprété par des sociologues comme étant en partie une résultante des réseaux sociaux où on va véhiculer énormément de stéréotypes de genre. Et en même temps, sur les réseaux sociaux, il y a des voix qui s'élèvent contre ça. Euh, donc, je ne sais pas. Voilà, je vais être honnête. Je ne sais pas si la jeunesse va changer le monde. En tout cas, elle a un rôle majeur à jouer, ça c'est certain. Et donc, nous, on essaie d'embarquer des jeunes activistes qui ont une vision, on va dire, fraîche de ce sujet, qui ont leur code, leur manière d'agir, leur authenticité. Et on essaie vraiment de les embarquer dans nos batailles et dans nos initiatives. Et on essaie aussi, ça c'est important, d'être positif. C'est-à-dire que on n'est pas ONU Femmes ou ONU Femmes France des gens véhéments. On essaie toujours de trouver des campagnes, des manières de procéder qui soient inclusives et qui aillent parler à la majorité, au plus grand nombre. Voilà, ça c'est important. On doit bien agir aujourd'hui pour léguer un héritage différent aux générations futures. Oui, ça, je vous rejoins totalement. Le sujet d'égalité, il commence aussi à la maison avec ses enfants. C'est-à-dire que si vous êtes parents de filles et garçons, bah déjà la manière dont vous allez les éduquer, parler de ces sujets tout simplement, les considérer comme des sujets dont on peut discuter à table, s'interroger, se poser des questions, c'est déjà une première manière d'agir. L'action, c'est pas forcément aller au fin fond du monde, porter une grande campagne, etc. C'est aussi des gestes quotidiens. C'est la manière dont on s'adresse aux filles versus aux garçons. C'est la manière dont on encourage les filles pour tel ou tel métier ou tel sport ou telle activité versus les garçons. Vous voyez, ça commence aussi par là. Donc ça, c'est important. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Donc, du coup, je vais continuer sur les recommandations pour que vous puissiez poser d'autres questions ensuite. Donc là, on a essayé de résumer quelques mesures préconisées des leviers d'action que nous utilisons, mais que on a vu aussi utilisés par des entreprises, par des personnes qui s'engagent.
Donc d'abord, une chose qui est importante, c'est la représentation égale des femmes en instance de direction, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, ça peut être le plus haut niveau, le comité de direction, le comité exécutif, le COMEX, enfin le COMEX, comité exécutif, le conseil d'administration. En fait, la mixité dans les instances de direction, c'est fondamental. Parce que ça a été étudié, il faut à peu près un tiers de femmes dans un conseil d'administration, par exemple, pour créer un sentiment de mixité. Donc, c'est pas une femme qui va représenter les femmes dans le conseil d'administration, c'est bien plusieurs femmes qui vont apporter ce sentiment que finalement, c'est normal. C'est tout simplement normal, banal, usuel. Et vous savez, c'est ce qu'on cherche quand on s'engage pour l'égalité. On cherche pas à créer quelque chose d'extraordinaire, on cherche à créer quelque chose d'absolument normal, dont où personne ne se pose la question d'une certaine manière. Et puis après, bon, ça paraît basique, hein, mais c'est exiger un salaire égal pour un travail de valeur égale. Donc là, on vous a mis quelques exemples aussi. Donc nous, on a des talks, donc on organise en fait des conférences à destination des entreprises notamment. Et donc, on leur prodigue un certain nombre de conseils, on leur parle de l'actualité internationale, on sensibilise les équipes aussi, on fait découvrir des moyens d'action et on constate une chose intéressante, c'est que, en fait, les entreprises apprécient beaucoup de se parler de ces sujets, notamment des entreprises du même secteur ou des entreprises de différents secteurs, parce que il n'y a rien de tel que le partage des bonnes pratiques. Ça a une valeur immense, en fait dire voilà, là on a fait ça, on s'est trompé, là on a réussi, ça a fonctionné, pourquoi, comment, etc. Il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment de l'itération. Il y a la loi, bien sûr, à respecter, évidemment, ou à challenger, pardon, quand elle n'est pas favorable à l'égalité. Mais après, c'est des expérimentations, des itérations, et aussi la volonté au plus haut niveau, j'en reparlerai, de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Deuxième point, alors oui, là, on vous a mis, pardon, c'est le moment de l'invitation. Si vous voulez devenir membre d'ONU Femmes, ça se fait en un clic. Vous avez le QR code devant vous, je compte sur vous. C'est une quarantaine d'euros l'adhésion, donc c'est vraiment très, très accessible. Les hommes sont évidemment les bienvenus et nous n'en avons pas encore assez, donc vous êtes les bienvenus. Donc je vous laisse le faire et ça nous aide pour que vous soyez dans la communauté, que vous puissiez participer à des événements, que vous puissiez donner un certain nombre d'avis, de feedback. Enfin bref, voilà. Vous pouvez être membre et c'est aussi sur notre site. Si ce soir vous voulez réfléchir, vous pouvez aller sur notre site et trouver le lien pour devenir membre d'ONU Femmes France. Deuxième recours, exiger des politiques de tolérance zéro pour le harcèlement sexuel et les violences au travail. Ça, c'est fondamental. Alors là-dessus, on a un outil très concret que je vous invite de ce pas à aller télécharger. C'est le guide produit avec l'ANDRH et je remercie encore Doris qui est là pour son travail conséquent sur ce volet. Donc l'ANDRH, c'est l'Association nationale des DRH, c'est une grosse association de DRH en France. Et en fait, on a créé avec eux un guide qui est sorti il y a quelques mois où on essaie justement de donner des clés pour les DRH et les managers. Quand on est manager et qu'on est face à des violences qu'on nous a racontées ou dont on a parfois, alors été témoin, c'est moins fréquent, mais en tout cas dont on sait qu'elles existent ou dont on pense qu'elles peuvent exister, qu'est-ce qu'on fait? Que dit la loi? Comment on agit? Comment on parle aussi à une victime? C'est pas si simple. Comment est-ce qu'on s'adresse à une victime avérée? Il y a des mots, il y a des attitudes, il y a des choses qu'on ne doit pas faire ou qu'on doit faire. Donc tout ça est détaillé. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, mais c'est détaillé dans le guide. Et là, pareil, un call to action, comme le dit la langue anglaise, vous pouvez télécharger ce guide en prenant votre téléphone. Je vous laisse le faire. Et là, vous avez plein, plein de conseils très concrets. Et c'est aussi une marque de fabrique d'ONU Femmes. C'est vraiment des choses de très haut niveau au sens mondial avec des gros programmes et puis aussi des choses très concrètes, des actions de terrain pour aider chaque jour à ce que ce sujet progresse partout. Donc, je vous laisse aussi télécharger ce guide de la NDRH et vous verrez, vous y trouverez, on a eu pas mal de retours jusqu'à présent qui étaient tous globalement enthousiastes sur le degré aussi d'application d'opération, j'ai envie de dire d'opérationnalité, si j'ose dire, du guide. Il y a tout le sujet aussi des politiques de congé parental pour les parents de tout genre. Le fait aussi de parler du partage du travail domestique et de soins à domicile. Alors, évidemment, il y a des entreprises dans lesquelles c'est plus facile parce que ce sont des sujets qui sont parfois perçus comme à la périphérie de la vie privée, de la vie professionnelle. L'entreprise ne se sent pas toujours légitime pour parler de ces sujets.
Et puis, elle considère qu'elle a aussi d'autres choses à faire, c'est-à-dire tenir son activité classique, j'ai envie de vous dire, surtout dans une période actuelle de soubresaut économique pour beaucoup d'entreprises. Donc, il faut le penser, il faut savoir comment on lie ces sujets à la stratégie. Et si vous arrivez comme ça avec un sujet seul, qui n'a pas été vraiment relié à des actions, à une feuille de route, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Donc, tout ça, ça se prépare à l'avance, mais en tout cas, on a aussi le droit en tant qu'entreprise de parler de ces sujets, de les intégrer à notre fonction RSE, j'ai envie de dire, et d'en faire un moment de partage et les salariés apprécient beaucoup. Il faut juste que ce soit amené de la bonne manière. Et là, on a la newsletter. Vous voyez, on n'arrête pas ce soir de vous harponner, de vous faire venir vers nous, mais j'espère que ça marche. Là, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Femmes France. Donc, on a une newsletter mensuelle et elle permet de suivre nos actualités, d'avoir accès à des interviews, à des données, à des études. Enfin, c'est complet sur l'égalité dans le monde. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. C'est tout à fait gratuit. Ça, c'est très important, j'en parlais tout à l'heure, financer les organisations féministes et les projets terrain. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 360 milliards de dollars supplémentaires par an qui sont nécessaires pour atteindre l'égalité de genre dans le monde. Donc, c'est colossal. Et là, je vous disais tout à l'heure à quel point c'est infinitésimal le financement des droits des femmes. Les programmes consacrés à l'égalité de genre principalement ne représentent que 4% de l'aide au développement public. Donc, c'est absolument infinitésimal. Les organisations féministes, sur ces 4%, ne recevant que 0,13%. Donc, il y a très peu d'argent pour les droits des femmes. C'est une réalité. On en parle beaucoup, mais on en parle plus que ce que l'on finance partout dans le monde. Ça, c'est un témoignage que je peux vous partager. Je vais juste regarder la durée. On va peut-être pas regarder tout, je vais vous montrer le début. C'est vraiment en quoi nos programmes, en fait, sur le terrain, aident 2500 femmes. Ça se passe au Sénégal. Ça s'appelle Leave No, enfin, c'est pas Leave No Women Behind. Ça, c'est notre mantra. Ne laisser aucune femme de côté. Et donc, c'est un programme sur l'action contre les violences. Je vous montre concrètement ce que nous raconte une de nos bénéficiaires. Peut-être pas 5 minutes, mais peut-être 3 minutes. Voilà, j'arrêterai au moment opportun. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen bisimila fii ci Ross Béthio man la Soxna Ndeye Gueye vice-présidente REFAN réseau des femmes agricultrices du Nord. jaay bi jafe na jafewul lu tax ma ni jafe na mooy du lu bëgg ceeb bi suñu defee li ñu war a def ba transformer ko ci usines yi ñu am ay magasin de témoignage ci capitalu Sénégal yëpp ba nga xam ni balaa ñuy produire sax day fekk jaay nañu suñu production léegi fii ñu toll boo xoolee yéen pour ngeen accès fii da ngeen am difficulté ak oto bu ndaw bi parce que ceeb bi ay camion ak ay tracteur la ñuy lonk ñuy génnee ci ceeb bi moo tax gis nga peste bi ni mu dangereux ci oto yu ndaw yi kon des na nu am produit matériel bu nga xam ne soo produire transformé camion bi mooy taxaw suñu waree livrer faatu camion bi ñu ni ko daan la livrer 6 heures demain 6 heures du matin camion bi chargé 6 heures du matin mu taxaw ci buntu magasin faatu livrer que produit mais dañuy produire ba pare war a envoyer commande dañuy taxaw ci goudron bi di arrêté camion bu vidé ji woon Richard-Toll wala bu vidé ji woon Rosso Sénégal mu ñëw nga soogaa di man chargé pour mu dem Dakar résultat yi nga xam ne REFAN am na ko parce que boo nekkee au départ 16000 membres nga dem ba tey nga nekk 19000 membres kon am na avancé réalisation yi REFAN def en partenariat ak UNIFEM wax naa garderie d'enfants yi wax naa fournées améliorées yi pour que ñu wàññi dagg bi ñuy dagg garab yi wax naa mutuelle de santé bi pour nit ki wér mën dem faju ji wax naa nombre d'hectares yi nga xam ne jigéenu REFAN dañu koy produire ci ceeb ci maraîchage dañuy bay noor bay nawet bay saison froide muy soble yi ak tomate yi yëpp dañ koy bay dañuy def transformation céréales locales yi dañuy def artisanat ndax am na ñuy ràbb ay basan am na ñuy ñaw ay sër am na ñuy def couture am na ñuy def coiffure ci membre REFAN yi
am na ñuy def élevage bu commencé si duufal nag ba ci yar ginaar di jaay seen ay poulet de chair ak seen ay pondeuses. Je pense que je vais m'arrêter là. Ce qui est intéressant, c'est bien de voir que quand vous voyez, c'est une femme vraiment très différente de nous, mais pour laquelle ONU Femmes, et on est tous et toutes différents. Mais ce que je veux dire, c'est que on va dans des endroits très divers. Là, on est au Sénégal, et en fait, on aide des personnes qui vont, grâce à cette aide, bénéficier à la société. C'est-à-dire qu'une femme qui devient agricultrice, qui réussit, elle va réinvestir, elle va prendre soin de sa famille, mais prendre soin aussi d'autres. Ça crée vraiment des liens vertueux dans la communauté et on touche, là, elle parlait de 19 000 membres, donc on est passé de 16 000 à 19 000 membres, c'est colossal. C'est-à-dire qu'on va vraiment toucher beaucoup, beaucoup de monde grâce à l'aide qu'on prodigue à des femmes dans les pays. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que c'est lié à notre connaissance du terrain, aussi à notre partenariat avec des associations locales. C'est-à-dire qu'ONU Femmes n'arrive jamais sur un terrain en ayant la science infuse. On arrive, on documente, on rencontre des personnes. Il y a vraiment une méthodologie aussi qui part du terrain pour construire un programme qui est de l'impact. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important dans notre méthode, dans notre approche. Hop, pardonnez-moi, je vais essayer de. Ah bah, on arrive à la fin, bon, ça nous laisse encore un peu de temps pour des questions. Euh, Là, c'est quelque chose qu'on voulait vous partager au final. Ce sont les WEPS. C'est aussi un autre outil dont j'ai pas parlé. Ce sont les Women Empowerment Principles. Donc ça, c'est un outil qui est une charte, si je résume un peu les choses, qui peut être signée, qui donne accès à un benchmark mondial et surtout un groupe d'entreprises. C'est un programme intéressant parce que c'est vraiment spécifique à l'entreprise. Vous avez 7 principes que je vais commenter rapidement. Bon, on a parlé de la représentation égale des femmes, le salaire. On a parlé, enfin, c'est d'ailleurs tous les principes que j'ai développés. Il y a quand même un principe qu'on n'a pas traité, c'est le principe 1, le High Level Corporate Leadership. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est important que les CEO, femmes ou hommes, s'engagent sur ces sujets. Même, ou alors, mais les directeurs d'entreprise, même si on parle d'ETI, parce que là, on a l'impression que je parle que de grandes entreprises. Bien sûr que les entreprises, d'ailleurs en France, le tissu des entreprises, c'est essentiellement des ETI, des PME et des TPE. Et donc, ces entreprises-là aussi, on les invite à s'engager. Et pour que ça marche, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'au plus haut niveau, il y ait quelqu'un qui décide. Parce que quand c'est une personne qui est dans un niveau moindre hiérarchiquement, qui fait de son mieux, qui est de très bonne volonté, on voit que ça ne décolle pas. Donc, il faut absolument que les personnes au plus haut niveau s'impliquent. Ce principe-là, c'est traiter tout le monde de manière égale. Il est aussi évoqué ici. Il y a la notion de santé, bien-être et sécurité qui doit aussi concerner les femmes autant que les hommes. La formation, c'est un sujet majeur d'égalité aussi, d'être formé tout au long de la vie. En France, c'est plus ou moins organisé, dans certains pays beaucoup moins, et c'est pourtant majeur et décisif pour tout ce qui est promotion de carrière. Ça, c'est très important. Le principe 5 qui n'était pas ici, c'est le principe des supply chains. Il est important de regarder, ça dans la RSE, ça compte aussi beaucoup, bien sûr, si l'entreprise est vertueuse dans ses murs, si je veux dire, mais aussi dans la manière dont elle sous-traite, dont elle traite, co-traite et travaille avec des entreprises autres. Et on le voit d'ailleurs, notamment dans le secteur du luxe, mais dans d'autres secteurs également, quand on sous-traite ou qu'on co-traite avec des entreprises à l'autre bout du monde, si on n'a pas une politique de vérification très exhaustive des droits humains, on se retrouve souvent, et ça a été le cas de scandales, comme vous les connaissez sans doute, on se retrouve souvent avec des pratiques en matière d'égalité qui sont vraiment ancestrales, en fait. Donc, il faut faire très attention à ça. Et aussi dans le marketing. Le marketing peut être sexiste, la communication peut être sexiste, et la communication responsable, elle est justement sans stéréotype de genre, etc., etc. Il y a le principe aussi, dont je n'ai pas trop parlé jusqu'à présent, de créer du plaidoyer, c'est-à-dire de laisser aussi dans l'entreprise des groupes s'organiser pour parler de ces sujets. Il y a on va dire, la politique de l'entreprise, la stratégie globale décidée par le plus haut niveau, le COMEX, etc. Mais il y a aussi des clubs, des réseaux. D'ailleurs, les réseaux dits féminins, c'est un terme que je dis avec une certaine prudence. C'est souvent 95% de femmes. Donc, peut-être qu'il faut aussi, il y a des réseaux sur la mixité en revanche, mais la mixité, c'est pas totalement l'égalité. Donc, vous voyez, l'INSEE, bon, je ne vais pas en parler là, vu l'heure qu'il est, j'ai plus le temps de trop développer cela, mais il faut se poser la question de comment j'encourage aussi
des initiatives dites bottom-up, qui ne sont pas que celles de la direction, mais qui vont en parallèle permettre de parler de ces sujets dans l'entreprise. Et puis après, sujet majeur que je connais bien en plus, c'est le sujet du reporting et de la mesure. Comment est-ce qu'on mesure ces sujets? OK, il y a la loi, et là, vous savez sans doute qu'il y a d'ailleurs une réforme en cours sur l'index Pénicaud qui va être revue sur la manière dont les données sont collectées. Mais il n'y a pas que ces index, il y a aussi comment on mesure dans l'entreprise les progrès que l'on fait, quels sont les KPIs qu'on associe, quelles sont les méthodes qu'on met en place, est-ce qu'on mesure souvent, pas souvent, est-ce qu'on partage avec tout le monde? Bref, le sujet de la mesure en soi, c'est un sujet majeur et à travers les webs, on peut l'évoquer et travailler là-dessus. Je termine avant vos autres questions. Donc là, vous avez 3 membres de l'équipe qui sont Charlotte, Gustave et Perrine. Si vous voulez les contacter pour proposer des initiatives, des partenariats, vous avez leur email, bien sûr. Donc n'hésitez pas, vous avez tous nos réseaux sociaux. Et encore une fois, hein, je continue à essayer de vous convaincre. En tout cas, ce que je dis, je le dis aussi avec ma conviction hyper profonde parce que ça fait de très, très longues années que je m'engage bénévolement. Et voilà, je le fais vraiment parce que j'y crois et je pense que c'est indispensable, mais comme d'autres causes, hein, au demeurant. Et voilà, moi, je le fais vraiment avec cette conviction très profonde. Donc, si vous voulez faire un don, vous êtes les bienvenus. Et je crois qu'on arrive, comme on est arrivé à la fin, il nous reste un petit peu de temps et je suis ravie de répondre à d'autres questions complémentaires. Quelles pratiques RSE efficaces repérer dans nos entreprises? En matière d'égalité, je suppose. Je vous laisse, voilà. Bah, il y a toutes celles que j'ai évoquées, l'idée quand même globalement, je trouve, d'avoir un partenaire extérieur, que ce soit ONU Femmes France, j'espère, mais ça peut être aussi d'autres structures, c'est important. Parce que l'entreprise, c'est aussi un monde qui peut vivre un peu en vase clos, avec ses logiques, ses intérêts. Et donc, arriver avec nous, quand on arrive dans une entreprise, c'est aussi souvent pour quand je dis qu'on arrive, c'est symbolique. Quand on a un partenariat, une initiative, c'est pour amener ce regard extérieur et cette connaissance du sujet extérieur. Ça, c'est important. C'est une pratique qui fonctionne bien. Le partage des bonnes pratiques, j'y reviens, c'est du basique, mais ça marche toujours. Et je répète, hein, je pense que aujourd'hui, il y a un décalage entre ce qu'on entend et ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ce sujet, on a l'impression qu'on est très avancé. En fait, il faut revenir au basique. Il y a aussi un sujet qui nous tient à cœur chez ONU Femmes, c'est d'essayer de faire de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a aussi aujourd'hui, il faut le dire, hein, des personnes qui, comme elles savent que c'est un gros sujet, mais qu'elles ne le connaissent pas très bien, elles ne savent pas, par exemple, si c'est une situation sexiste, elles peuvent être mal à l'aise, etc., notamment des hommes. Donc, il y a un enjeu de pédagogie. Répéter les basiques, faire des glossaires, provoquer des discussions informelles ou formelles autour de ces sujets, ça, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment très important. La mesure est importante. Voilà, il n'y a pas une seule mesure, si vous voulez, qui va tout changer. C'est vraiment tous les jours et chaque année, une série de mesures et d'initiatives cohérentes qui, petit à petit, vont travailler à la fois sur la mentalité et puis sur le droit, sur la loi et puis sur la stratégie. Donc, c'est vraiment un combo, j'ai envie de vous dire, de mesures qui peuvent changer la donne. Est-ce que vous avez d'autres questions déjà engagées à vos côtés? Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil de dire cela, Marie-Axel. Un vrai sujet sur la jeunesse, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'il faut, comme on se le disait, ne pas considérer que quand on est jeune, on est forcément pour l'égalité. C'est aussi un stéréotype et quand on est âgé, on ne le ferait pas. C'est plus compliqué que cela, notamment en France. Et donc, il faut continuer à en parler, continuer à tendre la main aux personnes hésitantes. En statistique, on parle du middle magic, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont jamais d'accord, qui sont très, très réfractaires. C'est pas tellement la peine de passer toute notre énergie à essayer de les convaincre. Par contre, il y a plein de gens qui hésitent. Il y a plein de gens qui disent, bon, ce sujet, pourquoi pas, mais après tout, je sais pas. Et en fait, c'est ces personnes-là qu'il faut arriver à embarquer, sans les forcer, en étant respectueux, en essayant d'avoir du dialogue. Et c'est comme ça qu'on peut, à terme, changer la donne. Et puis après, il y a la loi pour que les choses soient plus radicales et plus rapides, parce que quand la loi s'applique, elle s'applique. Il n'y a pas de discussion, si vous voulez. C'est pas une opinion, c'est un sujet de droits fondamentaux. Considérez-vous que la recherche sur les effets de la ménopause est importante? Ah oui, tout à fait. Absolument. Alors, la ménopause, on pourrait en parler des heures aussi. On a dans notre giron, on va dire, une chercheure très, très, très avancée sur ces sujets qui s'appelle Misty Misrahi. Et en fait, elle explique bien que la ménopause, c'est une forme
d'opportunité pour les femmes parce qu'elle dit que l'arrêt de l'appareil reproductif, reproducteur, c'est une certaine manière de revenir dans le champ social ou d'être pleinement dans le champ social. Je ne veux pas reprendre ces termes, c'est elle la spécialiste, pas moi. Mais en tout cas, il y a un enjeu là dont on ne parle pas. C'est un sujet qui est encore un peu tabou. Elle dit aussi qu'en prenant certaines hormones naturelles, on peut arriver assez vite à juguler les effets négatifs, entre guillemets, de la ménopause. Donc, c'est un champ vraiment intéressant pour l'entreprise et pour la société que de parler de ce sujet. Mais voilà, c'est pas mon sujet de spécialité et c'est très important. L'endométriose, évidemment, également. L'endométriose, bravo si vous créez votre entreprise là-dessus. C'est aussi un sujet clé. C'est un sujet qui touche les femmes, qui est encore très difficile à diagnostiquer, qui crée vraiment des empêchements, des situations terribles. Donc oui, bien sûr, il faut avancer sur ces sujets de recherche et financer aussi des initiatives qui permettent de les rendre plus compréhensibles par la population entière. Ça touche aussi un sujet important, c'est que on n'a pas besoin d'être femme pour s'engager pour les femmes. On n'a pas besoin d'être homme pour s'engager pour les femmes. On n'a pas besoin d'avoir de l'endométriose pour s'engager pour les personnes qui ont de l'endométriose. Bien sûr, si on l'a vécu, on a une sensibilité plus fine au sujet, ça c'est évident. Mais en revanche, on peut s'engager juste parce qu'on est citoyen, citoyenne. Et c'est pour ça que, encore une fois, le féminisme ou ce que fait ONU Femmes France ou d'autres associations, ça n'est pas un mouvement de femmes par les femmes avec les femmes, c'est bien un mouvement de société. Ça, c'est important aussi de le redire. Alors, est-ce que l'on recrute? C'est la base du volontariat. Est-ce qu'on recrute? Oui, on a en ce moment un poste ouvert, mais je ne vous cache pas qu'il y a déjà eu beaucoup de candidatures parce qu'il est ouvert depuis pas mal de temps. Donc, je ne veux pas vous faire de faux espoirs, mais tout est sur notre site. Et on recrute bien sûr aussi des bénévoles qui participent à nos actions. Donc, il faut que vous adhériez si ça vous intéresse. Je vous remets le QR code de l'adhésion si je le retrouve. Voilà, voilà. Il est là, voilà, devenir membre. Et donc, vous pouvez adhérer avec grand plaisir. Merci pour vos commentaires, citoyens du monde. Bah oui, c'est ça, aux citoyennes, évidemment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Donc, je repasse peut-être la parole à Cécile. Je vous remercie toutes et tous de votre attention. Merci beaucoup. J'espère que vous nous rejoindrez, que vous vous engagerez d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas, il n'y a pas de petit ou grand pas. Chacun fait comme il peut à son échelle et c'est déjà bien. Voilà, merci beaucoup. J'arrête le partage pour conclure, Un j'imagine, grand la merci à vous. conférence. Merci. C'était un grand plaisir Pour moi de aussi, voir vraiment. avec nous ce soir. Je mets à Merci à vous. l'écran. Merci pour toutes ces informations, ce grand panorama. Et au plaisir de vous revoir bientôt, Céline. Avec plaisir. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci. Et bonne soirée à vous. Au Merci revoir. vous aussi. Merci Au beaucoup. revoir. Merci.